Donc bonjour tout le monde. Comme Dylan l'a justement dit, je m'appelle Maggie et je suis là aujourd'hui pour faire une séance sur le droit des personnes. Donc je vais essayer de balayer le plus possible tout le cours. J'ai repris pour ça mes cours de L1 et j'ai essayé d'en faire des fiches pour être le plus clair possible. Pour commencer, j'aimerais vous parler tout simplement de la naissance et de la mort de la personne juridique. Parce que c'est la personne juridique, finalement, c'est ce qu'on est, c'est ce qui fait qu'on a des droits. Et c'est la notion la notion clé, la notion la plus importante, je pense, de tout ce diapo, parce qu'elle est vraiment le socle de connaissances dont vous aurez besoin pour comprendre le reste. Donc, tout d'abord, pour un peu comprendre ce qu'est la personne juridique, je pense que c'est important de distinguer ce qu'est une personne d'une chose. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne et donc que vous avez des droits? Donc la différence principale, elle réside dans le fait que la personne a un patrimoine alors que la chose n'a pas de patrimoine. Et du coup se posent beaucoup de questions, notamment au sujet des animaux. Par exemple, est-ce qu'on peut considérer qu'un chien ou qu'un chat peut avoir un patrimoine? C'est par exemple le cas, je ne sais pas si vous avez suivi un peu récemment, mais au moment de la mort de Karl Lagerfeld, il était question qu'il lègue tout à son chat. Or, un chat n'a pas de patrimoine, alors est-ce que c'est possible? C'est une question d'actualité finalement. Et on avait eu aussi un peu le même cas avec le singe Naruto. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'était l'histoire du singe dans un zoo qui avait pris l'appareil photo d'un photographe et qui avait réussi à prendre un selfie. Et la photo avait été publiée et ils avaient récolté énormément d'argent pour les droits à l'image, les droits de diffusion, etc. Et la question c'était, est-ce que ces fonds doivent revenir au singe ou au propriétaire du singe ou finalement à une association? À qui est-ce que ça doit revenir? Donc finalement, la distinction entre la personne et la chose est aujourd'hui une notion fondamentale puisque c'est une question qui se pose toujours et que même si la définition repose en principe sur le patrimoine, elle n'est pas acquise puisque constamment remise en question finalement comme beaucoup de choses dans le droit. Donc maintenant qu'on a distingué la personne de la chose, il est important aussi de distinguer les deux types de personnes juridiques qui existent, à savoir la personne physique et la personne morale. Donc pour regrouper ces deux termes de personne physique et de personne morale, il y a une notion large qu'on appelle la personne juridique. Donc est considérée comme une personne juridique, comme une personne, pardon, tout être né, vivant et viable. Donc ça, c'est la définition la plus générale. Mais on pourrait se demander si finalement tout être né, vivant et viable, si on parle simplement au sens physique du terme, donc de la naissance au sens propre d'un enfant, ou si on pourrait l'interpréter de manière un peu plus large au sens d'une société qui est créée et qui est viable puisque elle exerce des droits, elle a des rentrées d'argent, etc. Donc pour comprendre un peu plus précisément, on va d'abord voir la personne physique. Donc la définition générale de la personne physique, donc c'est celle que je viens de vous lire, est considérée comme une personne tout être né, vivant et viable. Donc ça, c'est vraiment l'interprétation stricte. Mais il faut rappeler cependant que il y a une exception à cette règle du fait que chaque individu est considéré comme une personne juridique à partir du moment où il est né. C'est que l'enfant, il est toujours tenu comme né dès lors qu'il s'agit de ses avantages. Pour tout le reste, tout ce qui n'est pas de son avantage, le fœtus reste une chose. Ok, l'explication peut paraître un peu brouillon, donc pour vous l'expliquer un peu mieux, partez du principe que la règle générale, c'est qu'un fœtus est une chose et donc n'a pas de droit, n'a pas de patrimoine, n'a rien, mais que par exemple dans le cas où la femme enceinte va perdre son mari au cours de la grossesse, donc l'enfant n'est pas né, il est encore au stade de fœtus, cependant on parle de son héritage puisque c'est son père qui décède. À ce moment-là, on va considérer que l'enfant est déjà né pour le prendre en compte dans l'héritage. Mais du coup, pour revenir sur ce que je disais, si le fœtus est une chose, ça pose pas mal de questions, notamment la question de la propriété. Donc à savoir, est-ce que le fœtus, on peut considérer qu'il appartient à quelqu'un? Donc pour répondre un peu à cette question, il y a des professeurs de droit, notamment les professeurs Revé et Zenati, qui ont expliqué que chacun d'entre nous a un droit de propriété absolu sur son corps. Et pour énoncer cela, ils se sont basés sur l'article 544 du Code civil. Donc selon cet article et selon cette doctrine des professeurs Revé et Zenati, on ne peut pas appartenir à ses parents. Donc le fœtus est certes une chose, mais il n'a pas toutes les questions de propriété comme peuvent se poser
la question en général. Excusez-moi, ma phrase n'était pas très française. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas ce droit de propriété sur le fœtus, cela pose notamment en doctrine beaucoup de questions sur tout ce qui va être IVG et ITG. Donc l'IVG, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est l'interruption volontaire de grossesse qui a été autorisée en 1975 avec la loi Simone Veil. Et l'ITG, c'est l'intervention thérapeutique de grossesse. Donc ces deux cas, d'IVG et d'ITG, posent deux questions majeures, à savoir la propriété et l'atteinte à la vie. Donc le fœtus est voué à devenir une personne. Donc le débat sur la propriété de la chose qu'est le fœtus a vraiment été balayé. On s'est focalisé seulement sur la question de l'atteinte à la vie. Donc la réponse, comme je vous l'ai dit, a été apportée en 1975 par la loi Simone Veil, qui, en se basant sur le constat de l'OMS, a décidé qu'avant 12 semaines, un fœtus n'est pas vivant et qu'il n'y a donc pas d'atteinte à la vie. Donc tout ce qui touche à l'IVG et à l'ITG, finalement, ne pose plus ni la question de la propriété, ni la question de l'atteinte à la vie. On pourrait aussi se poser la question sur la propriété, sur l'atteinte, enfin pas l'atteinte à la vie du coup, mais est-ce qu'il y a eu des droits à un instant T dans le cas d'un enfant mort-né? Donc le cas de l'enfant mort-né, c'est un cas qui est un petit peu particulier. Il est traité à l'article 79-1 du Code civil. Donc un enfant mort-né, même si techniquement il n'est pas né vivant et viable, il est tout de même né. Donc on ne va pas lui reconnaître tous les droits de propriété, etc. Toutefois, on va quand même lui faire un certificat de naissance d'enfant sans vie pour reconnaître qu'il y a eu le cheminement et qu'il a passé le stade des 12 semaines. Donc finalement, il a été vivant bien que pas né. Je sais pas si c'est très clair, mais vraiment l'essentiel ici, c'est de retenir qu'un enfant mort-né, on va tout de même, par ce certificat, lui reconnaître finalement son existence. Et voilà. Du coup, donc ça, c'était pour la personne physique. Donc, à retenir, est considéré comme une personne tout être né, vivant et viable. Le fœtus est une chose, sauf lorsqu'il s'agit de ses avantages. Par avantage, 95% du temps, on entend l'héritage. Que la question de l'IVG et de l'ITG pourrait se poser, mais qu'il n'y a ni atteinte au droit à la vie, ni atteinte à la propriété, et que le stade imposé par l'OMS pour ces deux interventions est un délai de 12 semaines. Donc maintenant, la personne morale. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. La personne morale bénéficie d'une personnalité juridique, car les entreprises ont elles aussi des droits et des devoirs. Donc pour ça, elles répondent à des dispositions du Code civil. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se base sur le même article que celui cité tout à l'heure sur est considéré comme une personne tout être né, vivant et viable. Et on raisonne complètement par analogie. Donc on pourrait se demander quel est l'intérêt de créer une personne morale, donc de donner une personnalité juridique à notre société ou à notre entreprise. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir protéger notre patrimoine personnel de nos créanciers professionnels. C'est-à-dire qu'en créant une personnalité morale, je vais pouvoir créer une personne finalement distincte de la mienne et pouvoir différencier tous les risques que je vais prendre sur l'aspect professionnel des risques que je peux prendre sur l'aspect personnel. Donc voilà pour très rapidement la notion de personne juridique. Donc, puisqu'on a vu la naissance de cette personne juridique, il semble logique maintenant de s'attarder un peu sur la mort de la personne juridique et la protection du corps après le décès de la personne. Donc, tout d'abord, la première question qui pourrait se poser serait de connaître le statut juridique du corps après la mort. Donc, la définition de la mort a été posée à l'article R 1232-1 du Code de la santé publique. Je vous le donne à titre de référence, je ne pense pas qu'on puisse l'exiger de vous. Retenez simplement que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les 3 critères cliniques suivants sont simultanément présents. Donc à savoir une absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, une absence de réflexe du tronc cérébral et une absence totale de ventilation spontanée. Donc si ces 3 conditions-là sont réunies, on peut déclarer la personne morte. L'importance de ces trois critères, c'est notamment dans le cas des personnes qu'on appelle les légumes ou des personnes dans le coma, de pouvoir déterminer s'ils sont encore vivants ou non. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça crée pas mal de jurisprudence.
Donc la question après ça, c'est de savoir qu'advient-il du corps après la mort. Donc il faut déjà savoir que l'action civile de la personne n'est pas éteinte par le décès. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne n'est plus là que ses intérêts ne pourront pas continuer d'être représentés. Maintenant, sur le corps en lui-même, donc il y a une citation de Plagniol qui, je trouve, résume très bien les choses, à savoir que les morts ne sont plus des personnes, ils ne sont plus rien. Finalement, votre corps n'a plus de droit, n'a plus de patrimoine, n'est plus rattaché à rien, une fois le décès passé. Donc ça, c'est pour la première partie sur le statut juridique du corps après la mort. Et maintenant, on peut se poser la question du devenir du corps après la mort. Très important cet article-là, notez-le si vous ne le connaissez pas, à savoir l'article 16-1-1 du Code civil. Donc celui-ci dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à la crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Donc cet article peut paraître comme ça à la première lecture très simple, à savoir qu'il faut traiter vraiment les corps avec respect, avec dignité, avec décence, donc à savoir ne pas abîmer les pierres tombales, ne pas disperser les cendres, traiter les morts avec respect. Dans l'idée, c'est assez simple. Maintenant, il y a des affaires qui ont démontré que ces questions sont finalement très, très interprétatives. C'est le cas notamment d'une affaire qui est très importante, qui s'appelle l'affaire Our Body. Vous pardonnerez mon accent anglais. Donc, cette affaire a été très importante, puisqu'en fait, dans ce cas-là, c'était des corps de personnes décédées que l'exposition avait récupérés et qu'ils avaient, je crois que c'est la plastination, je ne suis plus sûre du terme. En gros, ils avaient injecté un espèce de liquide un peu caoutchouteux, un peu plastifié, dans les veines des corps pour les conserver et les mettre en scène. Et donc ils avaient exposé tous ces corps dans une exposition à Paris. Et d'ailleurs, l'exposition a parcouru l'Europe parce qu'il me semble qu'elle est passée en Angleterre aussi et dans les pays nordiques. Donc en fait, la question ici a été notamment pour le Conseil consultatif national d'éthique de savoir si exposer des corps et les mettre en scène après leur mort, bien que conservés, est-ce que c'est du respect comme on l'entend pour les corps, du respect de la dignité et de la décence auxquels les corps morts ont droit. Donc le Conseil consultatif national d'éthique a tout d'abord expliqué que non, selon lui, ce n'était absolument pas dans le respect des corps morts. Donc la première instance s'est complètement fiée à ce conseil d'éthique et la cour d'appel, elle, a précisé que non, ce n'était pas respectueux parce qu'il n'y avait pas eu de consentement des prémourants, des individus avant d'exposer les corps, donc que de ce fait, on ne peut pas déduire qu'ils sont d'accord avec la pratique et donc que ce n'est pas respecter leur corps que de leur imposer des pratiques avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord. Finalement, la Cour de cassation est venue confirmer la décision de la Cour d'appel et a décidé de fermer l'exposition parce qu'elle a été organisée à des fins commerciales. Donc en fait, ce qui a plus gêné la Cour de cassation, ce n'était pas tellement l'histoire du consentement des individus, c'était plutôt l'histoire de commercialisation des corps morts. Donc finalement, on peut dire que les 3 juridictions sont d'accord pour fermer l'exposition, mais que elles ont chacune eu 3 raisonnements différents. Donc cette affaire Our Body, elle est très intéressante parce que très caractéristique de la manière de penser de la justice française. Parce que ce qu'il faut retenir, et vous êtes en droit, vous le savez, c'est que chaque règle est propre à un ordre juridique en fonction de sa culture, en fonction de l'univers culturel finalement dans lequel elle a évolué et dans lequel elle a grandi, si je puis dire ça comme ça. Et la question serait intéressante, par exemple, de poser la même affaire dans un système juridique qui n'aurait rien à voir. Par exemple, au Mexique. Parce qu'au Mexique, vous le savez sûrement tous, il y a la fête des morts. C'est un moment où vraiment on célèbre l'union entre le monde des vivants et le monde des morts. Ils sont très attachés vraiment presque à cette mise en scène des squelettes et de la mort dans leur représentation du quotidien, parce que pour eux, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, la question pourrait se poser, si l'affaire Our Body avait eu lieu au Mexique, est-ce que finalement les débouchés auraient été les mêmes? Donc je pense qu'avec ce petit point rapide sur la mort de la personne juridique et la protection du corps après le décès de la personne, vous avez compris que tout d'abord, il faut, pour constater la mort, constater des symptômes cliniques posés par le Code de la santé publique. Et ensuite, il faut surtout traiter les corps avec respect, dignité, décence. Et enfin, évaluer ces 3 critères selon l'ordre juridique dans lequel on se situe. Mais nous, étant en droit français,
ça sera évidemment avec les conceptions du droit français et de notre ordre juridique. La protection du corps de la personne, c'est tout d'abord la protection du corps et la mise en circulation des éléments et produits du corps. Donc, qu'est-ce que le principe d'une circulation des éléments et produits du corps humain? Donc, ce principe, en fait, c'est beaucoup de mots pour dire tout simplement que on ne peut pas se permettre de faire circuler tous les produits de notre corps, tout ce qui va être les organes, les cellules, etc. On peut se permettre de les donner, mais on ne peut pas les donner à foison, on ne peut pas se faire exploiter. Et il y a énormément de règles qui encadrent ce processus de donation et de circulation. Donc, la limitation des éléments susceptibles de circuler se fait déjà sur le principe que pour pouvoir donner des éléments de notre corps, il faut que ce soit anonyme. Et il n'y a aussi que certains éléments, qui sont susceptibles de circuler. Donc, qu'est-ce qui est capable de circuler? Seulement les organes, le sang, mais pas plus de 4 fois par an, les cellules, les tissus, les gamètes, le lait maternel, les phanères, sur lesquels on reviendra un peu plus longuement tout à l'heure. Donc, les phanères, ce sont les dents, les poils, les cheveux, les ongles. C'est finalement tout ce qui repousse. Et les déchets opératoires et déchets corporels, par exemple le placenta, sont exclus de tous ces éléments qui peuvent ou non circuler, les éléments vitaux. Donc, en fait, le droit, ce dont il nous informe ici, c'est qu'on n'a pas le droit de se sacrifier pour sauver quelqu'un d'autre. Et également tout ce qui va être les éléments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Donc, toujours dans cette même logique de sacrifice. Donc, la condition pour que les éléments que je viens de vous citer, donc organes, sang, etc., soient donnés, c'est posé à l'article 16-3 du Code civil, à savoir qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Donc en fait, finalement, on ne peut donner les éléments précités que dans le cadre d'une solidarité médicale. Certains organismes sont toutefois aptes à stocker les éléments qu'on vient de citer. Il y a par exemple des banques qui vont venir stocker des échantillons d'éléments du corps humain, par exemple pour la recherche. Donc ce côté stockage ne pose pas problème, toutefois il est vraiment limité à certains organismes agréés et dont le but est vraiment d'aider la recherche. Donc ça, c'était un peu pour la présentation générale. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant dans tout ce qui touche au corps humain, c'est la prohibition de la vénalité. Donc, la prohibition de la vénalité, c'est simplement dire que on ne peut pas faire des dons d'éléments du corps dans le but d'être rémunéré. C'est pour éviter toute pratique un peu excessive qui consisterait finalement à donner d'abord un rein, puis un cœur, puis un œil, ou encore que sais-je, pour permettre de survivre finalement. Donc c'est pour éviter toute exploitation du corps humain. Donc pour ça, cette interdiction de la vénalité, elle repose sur plusieurs grands principes, à savoir le principe d'indisponibilité du corps humain. Donc on ne peut pas librement disposer de son corps pour le mettre en circulation. Également le principe de non-commercialisation, donc qui fait ici un petit peu écho à l'affaire Orbody qu'on vient de voir. Pour cela, il se réfère à l'article 1128 du Code du commerce qui dispose que seules les choses qui sont dans le commerce peuvent être commercialisées. Or, les corps n'y sont pas. Ensuite, le principe de non-patrimonialité. Donc, toujours les mêmes professeurs Revet et Zenati qui considèrent qu'on a le droit de propriété sur notre corps. Et enfin, la notion de vénalité, où là, par contre, il va être très important de distinguer l'interdiction de vénalité, donc de se faire du profit, de la possibilité d'indemniser les personnes qui font des dons. Par exemple, le but, c'est que si vous donnez votre sang et que vous devez vous déplacer, on puisse venir vous dédommager ces frais de déplacement ou par exemple les frais de la garde de vos enfants pendant que vous faites votre don, puisque le but, c'est de ne pas vous appauvrir vous au profit des autres. Le but, c'est simplement que vous puissiez donner ce que vous avez sans vous appauvrir et tout en faisant profiter. Le but, c'est que ça soit vraiment quelque chose de positif. Donc, à tous ces principes d'indisponibilité, de non-commercialisation, de non-patrimonialité, de vénalité, il existe une exception
à savoir les fanères. Donc les fanères, on l'a vu un petit peu plus haut, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est cheveux, ongles, poils et dents. Et ça a été introduit dans le Code de la santé publique en 1994. Et le but, en fait, ici, c'est de se dire que comme ce ne sont pas des choses indispensables pour le bon fonctionnement de notre corps, ou que ce sont des choses qui vont repousser en quantité illimitée les cheveux, les ongles, on ne les compte plus, les poils pareil. Ceux-là, on peut en disposer et on peut les faire circuler plus librement. Donc voilà, là, il y a un bon point assez rapide, mais assez efficace sur la protection, sur qu'est-ce que finalement le principe de circulation des éléments et produits du corps humain. Donc maintenant, ça serait intéressant de se plonger un peu plus sur la protection du corps et la mise en mouvement de celui-ci. Le corps est protégé puisqu'il est limité. Il est limité dans ses activités. Par exemple, on a une limitation au nom de la dignité. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette affaire de Morsan-sur-Orge en 1995, où pour gagner leur vie, des personnes atteintes de nanisme étaient lancées. C'était tout simplement du lancer de nains. Et on considérait qu'il y avait vraiment un dénigrement de la population. Et donc, cette activité et cette mise en mouvement du corps humain a été complètement interdite par la Cour de cassation. La limitation de ces activités, elle passe aussi par la protection du corps en raison de la particularité de l'activité. Donc, on pense ici notamment à la prohibition de la GPA, donc de la gestion pour autrui, en vertu de l'article 16-7 du Code civil, qui dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Le but ici est évidemment de protéger le corps et la mise en circulation du corps, encore une fois. Également pour éviter l'enrichissement finalement sur le corps humain. Il y a aussi pour tout ce qui concerne la protection en raison de la particularité de l'activité, on a aussi choisi de faire une réglementation sur tout ce qui va toucher à l'expérimentation biomédicale. C'est-à-dire que, vous devez le savoir, quand vous êtes entre guillemets un cobaye pour l'expérimentation biomédicale, vous êtes indemnisé. Cependant, pour vraiment limiter cette volonté d'exploiter le corps, même si c'est au service de la science, il y a un arrêt du 25 avril 2006 qui est venu poser un plafond, à savoir que vous pouvez percevoir des indemnités évidemment pour l'expérimentation biomédicale, mais que toutefois ces indemnités sont fixées à un seuil de 4 500 € pendant 12 mois consécutifs. Enfin, le dernier point qui me semble vraiment important ici à aborder dans tout ce qui touche à la protection du corps de la personne réside dans la protection du corps et de l'espèce humaine. Ici, on est très très large, c'est toutes les questions de clonage, de modification du génome humain. Et le problème ici, c'est que l'article 16-4 du Code civil sur la protection du corps humain est finalement dispose d'une formule qui est très générale et qui laisse un grand pouvoir d'interprétation, surtout que l'article 16-4 a été rédigé à un instant T et comme vous le savez, avec les technologies et notre environnement scientifique qui évolue beaucoup, le pouvoir d'interprétation peut être un peu détourné de l'intention première du législateur qui ne pouvait pas imaginer tout ce qu'on serait capable de faire aujourd'hui. Donc, encore une fois, la protection du corps, c'est un droit qui est très actuel et qui est extrêmement en mouvement. Donc, il pose encore aujourd'hui de nombreuses questions, même si les principes semblent acquis. Donc, voilà pour ce chapitre 2 sur la protection du corps de la personne. Donc, on va pouvoir passer au chapitre 3 sur l'identification de la personne. Donc, l'identification de la personne, ça pose déjà la question de savoir ce qu'est l'état de la personne. Donc, l'état de la personne a été défini par le professeur Boffa, qui le définit comme l'identité de la personne. C'est ce qui permet de l'individualiser par rapport aux autres. Donc, pour ça, l'état doit traduire certaines qualités relativement permanente de la personne qui ne change pas selon le lieu où elle se trouve. Donc là, on fait notamment référence au nom et au prénom. Aussi, le professeur Rochefeld rajoute que l'identité juridique imposée à l'individu par le droit pour servir l'intérêt public. Donc la notion d'état de la personne, c'est vraiment une notion d'ordre public qui a pour but de vous identifier, de vous individualiser, tant pour vous, pour que vous puissiez exprimer vos droits, que pour permettre à l'État de vous identifier et éventuellement de vous faire répondre de vos devoirs. Donc, cette notion d'état de la personne répond à un certain nombre d'encadrements assez délimités, assez stricts. Donc, tout d'abord, le principe d'indisponibilité, donc à savoir que l'individu ne dispose pas de son corps, mais aussi le principe d'imprescriptibilité,
Donc, à savoir que ce n'est pas parce qu'on ne l'utilise pas que on le perd. Par exemple, la particule au nom de famille. Par exemple, si je vous prends un exemple, j'ai un ami qui s'appelle son nom de famille c'est Dulaurent Delabarre, c'est très très long. Donc, dans la vie de tous les jours, on raccourcit son nom de famille à Delabarre. Toutefois, c'est pas parce qu'on ne l'utilise pas en entier et que sur les listes de classe, il est inscrit qu'au nom de Delabarre parce que ça prend trop de place qu'il va perdre cette particule de son nom de famille. C'est imprescriptible, ça lui appartient pour toujours. Aussi, l'état de la personne fait partie de son statut personnel. Donc, qu'est-ce que le statut personnel? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, l'idée ici, c'est de se dire que la loi nous est applicable même si on va dans un autre pays. Donc, le résumé très simple, c'est que la loi nationale de l'individu est applicable en tout lieu. Et donc, finalement, avoir une nationalité dans notre État, c'est aussi permettre de nous raccrocher à un ordre juridique bien déterminé pour savoir à quelle loi, finalement, on doit répondre. Également, par cette nationalité et ce rattachement à un ordre juridique, on va dépendre de procédures et de règles de compétences bien déterminées, comme je viens juste de vous le dire. Aussi, il y a beaucoup d'outils qui vont venir nous permettre d'identifier clairement une personne. Donc les actes d'état civil ont un rôle particulier car ils sont vraiment émis par un officier d'état civil qui va venir constater encore une fois votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre nationalité. Donc il est émis par l'officier d'état civil, mais il n'est pas émis par exemple par une juridiction ou par un juge. Toutefois, en cas de volonté de changement ou en cas de toute question par rapport à cet état civil, là par contre, l'affaire sera envoyée devant un juge éventuellement. Également, l'acte d'état civil doit absolument être conservé. Donc, il y a des copies de votre acte d'état civil dans toutes les mairies et au greffe des TGI des mairies pour une question de sécurité. Enfin, il se pose la question des empreintes génétiques. Donc, il y a un encadrement qui est extrêmement strict sur ce point. C'est l'article 16-11 du Code civil. En vrai, c'est un point qui est un petit peu anecdotique, donc je vous laisse aller lire le texte. Mais voilà, retenez simplement que pour identifier clairement une personne, il suffit de se référer à son état civil et que cet état civil donc est d'ordre public et répond à bon nombre de principes, donc notamment l'indisponibilité, l'imprescriptibilité et le rattachement à un ordre juridique en fonction de votre nationalité. Donc, maintenant qu'on a présenté globalement cette notion d'état de la personne, il est intéressant de voir quels sont les éléments donc, qui la composent, même si on va pouvoir passer un peu plus vite vu qu'on vient juste de le voir. Donc, il y a tout d'abord la nationalité. Donc, la nationalité qui est posée par les articles 7 et 8 du Code civil, à savoir que l'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales, et l'article 8 qui dispose que tout Français jouira des droits civils. Ensuite, il y a les noms et prénoms. Donc, se pose aujourd'hui la question de savoir à quel moment peut-on donner un nom et un prénom à son enfant. Est-ce qu'on peut donner le prénom de son choix? Est-ce que on peut changer librement de nom et de prénom? Donc, à toutes ces questions, il y a eu évidemment des réponses données soit directement par le Code civil, soit par la jurisprudence. Donc, le but ici, c'est surtout de retenir que par filiation, et selon l'article 311-21 du Code civil, on peut porter le nom de famille de son père, de sa mère, les deux accolés dans un sens ou dans l'autre. Que toutefois, si rien n'est précisé, on admettra par automatisme que l'enfant porte le nom de son père. Si jamais il y a un désaccord sur l'ordre des noms de famille à donner à un enfant, on donnera les noms classés par ordre alphabétique, tout simplement pour éviter tout litige. Maintenant, on se pose la question de savoir si on peut donner le prénom de son choix à son enfant. Cette question, elle est très intéressante et vous avez dû entendre parler de l'arrêt Titeuf, donc de parents qui avaient décidé d'appeler leur enfant Titeuf. L'officier d'état civil avait refusé d'enregistrer ce prénom en disant qu'il n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Ça, retenez bien cette formule parce que c'est vraiment quelque chose qui réglemente vraiment tout ce qui touche aux droits de la famille et aux droits de l'enfant. C'est que on raisonne toujours, oui, selon le droit, mais surtout selon l'intérêt de l'enfant. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que l'officier d'état civil
peut aller voir le procureur pour vérifier la conformité du prénom à l'intérêt de l'enfant. Et si jamais ce n'est pas le cas, l'affaire peut tout à fait être passer devant diverses instances, première instance, cour d'appel, jusqu'à même parfois cour de cassation, pour déterminer si le prénom va dans le sens de l'enfant ou pas du tout. Enfin, la dernière question sur ce nom et ces prénoms, c'est de savoir si jamais on peut, s'il est possible, de changer librement ce nom et ce prénom. Donc, pour cela, l'article 61 du Code civil vient répondre tout de suite en disposant que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander le changement de nom, que ce changement doit toutefois apparaître au journal officiel. Donc ça, c'est pour le nom de famille. Et pour le prénom, ce sont des affaires qui sont beaucoup plus récentes et qui, ici, vont avoir pour but vraiment de soulever de nouvelles questions, finalement. Par exemple, dans le cas d'un changement de sexe, si on ne change pas de prénom, ça n'a pas forcément... ce n'est pas dans la continuité de notre État, ce n'est pas dans la continuité juridique, mais ça, on y reviendra un peu plus tard quand on abordera le sexe de la personne. Donc maintenant, on peut passer à un nouvel élément de l'état de la personne, à savoir le domicile. Donc le domicile de la personne, c'est quelque chose qui va être très important sur notre État, parce que le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Donc ça peut être très important, notamment dans le cas d'un conflit international, dans le cas même d'un conflit pour savoir quel tribunal est compétent. Le domicile, c'est vraiment quelque chose de fondateur. Donc pour comprendre un peu mieux ce qu'est le domicile, en général, on commence par établir la différence entre la résidence et le domicile. La résidence, c'est tout simplement, vous avez un bien immeuble à un endroit. Donc vous avez un appartement, vous avez une maison et vous y passez de temps en temps. Ça peut être une résidence secondaire, ça peut être une maison de campagne ou que sais-je. Ça, c'est juste, vous y passez, c'est une situation de fait. Alors que le domicile, c'est vraiment là où vous passez le plus clair de votre temps. Vous avez décidé de recevoir votre courrier, vous êtes enregistré, par exemple, sur votre carte d'identité, sur votre permis de conduire. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs adresses. Ça va vraiment être celle que vous avez choisi de déterminer parce que administrativement, vous voulez être rattaché à cet endroit. L'importance de ce domicile, de la détermination de ce domicile, réside notamment lorsqu'il y a des cas d'absence. Pour ça, l'article 112 du Code civil dispose que lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. Donc finalement, la notion de domicile, ce qui compte ici, c'est vraiment de se dire que si vous n'êtes jamais à votre résidence secondaire, à votre maison de campagne, les gens ne vont pas s'inquiéter. Là, si cette absence à votre résidence secondaire ou à tout endroit où vous avez un pied-à-terre, si là c'est doublé d'une absence à votre domicile, c'est là qu'il y a une présomption d'absence. Donc on verra un peu plus tard dans le cours ce que cette présomption d'absence peut apporter d'un point de vue juridique. Et finalement, la dernière notion donc de l'état de la personne, c'est le sexe. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour du sexe depuis les 30, globalement les 30 dernières années. Donc c'est la question du changement de sexe et du transsexualisme. On verra ensuite qu'il y a également la question des personnes hermaphrodites, même si c'est une question qui est beaucoup plus rapidement réglée, entre guillemets. Donc le Code civil s'accorde pour dire que le sexe physique est quelque chose à différencier du sexe psychologique. Donc le sexe physique, c'est tout ce qui va concerner les hormones, les organes génitaux, etc. Alors que le sexe psychologique, c'est comment vous vous sentez. Donc pour ça, il y a eu vraiment une évolution sur la question du transsexualisme et du changement de sexe. Donc tout d'abord, en 1975, la Cour de cassation est saisie d'une demande de changement de sexe, mais elle considère que le sexe psychologique doit correspondre au sexe physique. Donc que c'est le choix de la personne et qu'elle doit en assumer toutes les conséquences. Donc ça, c'est un jugement un peu large qui au final nous apporte simplement le fait que le sexe physique doit correspondre au sexe psychologique. Et finalement, 15 ans plus tard, donc en 1990, il y a eu une seconde affaire qui a été un peu plus importante parce que
La question c'était, est-ce que quelqu'un qui est né homme, donc avec des chromosomes XY, peut devenir femme? Et à cette question, la Cour de cassation avait répondu que non, car l'état civil est complètement indisponible. Mais 2 ans plus tard, en 1992, elle accepte le changement d'état civil donc d'une personne transhumaniste. Finalement, la question s'est reposée en 2010 sur la question du transsexualisme, car avant, en fait, on considérait qu'être transsexuel, c'était une maladie de longue durée et que pour pouvoir changer de sexe, il fallait absolument subir un traitement hormonal, donc encore une fois, pour que notre sexe psychologique corresponde à notre sexe physique. Donc, par exemple, si une femme voulait devenir un homme, elle ne devait plus pouvoir porter d'enfant. Elle devait vraiment tout se faire enlever et changer radicalement. Finalement, en 2017, on fait encore un pas de plus en avant vers l'évolution en disant que le traitement hormonal n'est plus nécessaire pour changer de sexe sur notre état civil. Et c'est là qu'est apparu l'article 61-5 du Code civil, qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui dispose qu'une réunion suffisante de faits, donc à savoir l'établissement d'un faisceau d'indices, à partir duquel on peut déduire que la personne se sent du sexe opposé et que son entourage le ou la considère comme tel, suffisent à déduire la possibilité du changement de sexe. Finalement, la dernière question sur le changement de sexe, c'est celle des personnes hermaphrodites. Donc, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, rapide rappel, les personnes hermaphrodites ou intersexuées, c'est les personnes qui sont nées avec soit deux sexes, soit avec un sexe qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Enfin, pas à ce qu'ils sont physiquement, j'entends. Du coup, là, à cette question, on est encore un peu rapide, mais c'est l'article 57 du Code civil qui vient simplement rappeler que l'état civil impose la mention du sexe de l'enfant au moment de la naissance. Donc, si par exemple on a un enfant hermaphrodite, on sera obligé de prendre une décision et de lui imposer tel ou tel sexe. Donc, pour conclure très rapidement sur ce chapitre 3 de l'identification de la personne, il faut simplement rappeler que l'état de la personne, donc c'est quelque chose qui est très important, qui est inscrit qui est notre état civil et qu'il se compose de la nationalité, du nom, du prénom, du domicile et du sexe. Mais que toutefois, toutes ces notions, bien que fondamentales, sont encore une fois appelées à évoluer et soulèvent toujours plus de questions. Donc, ce qui est très important ici, c'est de ne pas confondre les personnes vulnérables et les personnes incapables. Donc, les personnes vulnérables, ça va être les personnes en situation d'infériorité intrinsèque à un contexte. Alors que les personnes incapables sont celles qui ne disposent plus de leurs facultés à jouir de leurs droits parce qu'elles ont été privées de cette capacité, mais on y reviendra un peu plus juste après. Donc, tout d'abord, je vous propose de voir les personnes protégées et la notion de capacité juridique. Donc, pour ça, il y a les distinctions globales, si je puis dire comme ça. Donc, à savoir tout d'abord la distinction entre la capacité d'exercice et la capacité de jouissance, puis la distinction entre les faits et les actes juridiques, et enfin la classification des actes juridiques. Donc, les distinctions à faire reposent tout d'abord dans la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Donc, la capacité, de manière globale, c'est la possibilité d'exercer et de jouir du droit. Quand j'ai une capacité, finalement, je suis titulaire de mes droits et je suis capable de les exercer. La capacité de jouissance, c'est simplement l'aptitude à avoir des droits et des obligations. Donc, en droit français, il n'existe plus d'incapacité de jouissance générale. Alors que la capacité d'exercice, c'est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul ses droits et obligations, donc sans assistance ni représentation par un tiers. L'incapacité d'exercice, c'est donc l'inaptitude pour une personne à pouvoir exercer ses droits dont elle est titulaire. Donc, pour l'affaire en général, l'incapacité, c'est souvent un mineur ou une personne majeure protégée, donc à savoir tutelle ou curatelle. Donc, par exemple, pour savoir s'il y a capacité ou non d'exercice, c'est je veux vendre un bien.
Je suis mineur, est-ce que j'ai le droit? Oui ou non? Est-ce que je peux le faire seule? Oui ou non? Par exemple, si, j'ai hérité d'un bien immobilier et que je suis mineure, je ne peux pas le vendre seule. Donc là, je n'ai pas de capacité d'exercice. Une fois que cette distinction est faite, il est aussi important de faire la différence entre les actes et les faits juridiques. Donc les actes juridiques, c'est simplement une manifestation de volonté à produire des effets de droit. Donc ce sont par exemple le fait de faire un contrat, par exemple. Un contrat est un acte juridique. Alors qu'un fait juridique, c'est simplement un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit. Par exemple, un accident de voiture. Enfin, les actes juridiques, comme par exemple les contrats, il y en a plusieurs à distinguer. Il y a notamment donc tout ce qui va être actes de disposition, les actes d'administration et les actes de conservation. Et donc c'est cette distinction sur les actes juridiques patrimoniaux a été imposée par le décret du 22 décembre 2008. Donc, les actes de disposition, c'est tout ce qui a trait à une transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur d'un patrimoine. C'est par exemple une vente d'un bien. Les actes d'administration, eux, c'est plutôt tout ce qui va relever d'une gestion normale du patrimoine pour en conserver la valeur ou pour le faire fructifier. Par exemple, concéder un bail sur une maison. Enfin, les actes de conservation, quant à eux, renvoient plutôt à tout ce qui consiste à sauvegarder un droit ou à empêcher la perte d'un bien. Par exemple, la réparation d'un escalier. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu cette présentation générale, il convient donc plutôt de s'attarder sur le cas de la minorité. Donc, en France, la majorité est fixée à 18 ans accomplis par l'article 414 du Code civil depuis 1974. Donc, on estime qu'à 18 ans, en France, on a la pleine capacité de discerner. Donc, à l'opposé, on suppose que les mineurs, donc toute personne en dessous de 18 ans, est capable de discernement, mais qu'en fonction de son âge, elle est plus ou moins capable de discernement et plus ou moins surtout responsable de ses actes. Donc pour ça, on a notamment l'article 122-8 du Code pénal qui prévoit que les mineurs sont capables de discernement. Ils sont donc responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables dans les conditions fixées par une loi particulière qui va venir déterminer les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Donc la justice considère que le mineur discerne ce qu'il a fait, mais pas complètement. Donc il faut vraiment s'adapter à ce mode de pensée. Et pour ça, l'article 1242-5, alinéa 5 du Code civil, dispose que les parents sont responsables de ce que fait l'enfant jusqu'à sa majorité, et ce, peu importe son âge. Il y a toutefois des limites un peu charnières, notamment en droit pénal. Par exemple, à partir de 13 ans, en matière pénale, un enfant peut devenir responsable. Donc voilà, donc cette question de minorité, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que un enfant, on ne va pas dire qu'il n'a pas de discernement. Toutefois, on ne peut pas le considérer pleinement capable de discerner comme le ferait un adulte, comme le ferait un majeur. Donc, il est responsable de ses actes, mais pas totalement. Et à partir d'un certain âge, donc notamment 13 ans, il est capable de répondre de ses actes de manière plus importante. Donc, finalement, ce qui est important ici à retenir ici, c'est que le cas de la représentation pour les mineurs. Donc, la représentation en France, c'est que tous les mineurs doivent être protégés par les mêmes règles. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, quand l'enfant, de manière générale, l'enfant est représenté par un parent ou par ses deux parents. Donc, c'est l'administration légale. Et auquel cas, si il n'y a pas de parents capables de s'occuper de représenter leur enfant, il y a ce qu'on appelle le tuteur légal. Donc, toutes ces idées de représentation du mineur passent par la notion d'autorité parentale. Donc, l'autorité parentale, qu'est-ce que c'est? Selon l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc, l'idée, c'est que quand je reconnais mon enfant, par principe, je bénéficie de l'autorité parentale. Donc, je vais pouvoir agir pour le compte de mon enfant. Donc, mais toutefois, ce n'est pas quelque chose d'indéfini, quelque chose d'absolu, parce qu'on peut me retirer l'autorité parentale toujours dans
dans une idée de protection de l'intérêt de l'enfant. Par exemple, dans le cas d'une situation grave, s'il y a des violences physiques ou même morales, on peut tout à fait me retirer l'autorité parentale. Donc, si jamais il y a ça, ok, pardon, excusez-moi, je bégaye. Je me perds dans ce que je voulais dire. C'est un peu le même principe, donc toute cette idée de représentation d'intérêt de l'enfant, c'est un peu le même principe pour les majeurs protégés. Donc, à savoir que le juge des tutelles, donc c'est celui qui va venir définir qui peut représenter le mieux le majeur protégé. Ce juge des tutelles va venir choisir le régime le plus adapté, donc tutelle, curatelle, et il va venir définir aussi quelle est l'étendue, en fonction du régime choisi, des pouvoirs de son représentant, toujours dans le but de pouvoir permettre une continuité juridique à la personne protégée, même si elle est incapable, et aussi de vérifier que la personne va agir dans l'intérêt de cette personne, que le représentant va agir dans l'intérêt du protégé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la représentation. Ah oui, non, c'est très important aussi, pardon. Les mineurs et les personnes protégées, même si ils sont extrêmement protégés et si ils ont des représentants légaux pour tout ce qui va être des actes graves, ils peuvent très bien faire tout seuls les actes de la vie courante. Ça peut paraître bête, mais c'est important à rappeler. Parce que par exemple, dans l'absolu, une grosse vente, comme je vous disais tout à l'heure, d'un immeuble pour un mineur ou pour un majeur protégé ne pourra se faire seul. Toutefois, la vente d'une baguette, par exemple, il n'y a aucun souci parce qu'on considère que c'est un acte sans gravité patrimoniale. Donc, on peut maintenant passer à la majorité. Ah oui, il y a aussi, pardon, le cas de l'émancipation. Dans le cas de l'émancipation, le mineur est traité comme un majeur. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir justement traiter un peu plus de la majorité. Donc, selon l'article 415 du Code civil, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens, que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux, de la dignité de la personne, et elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Donc elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci, elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. Donc article 415 du Code civil pour la protection des majeurs protégés. Donc pour faire vite, vu qu'on a un petit peu vu à l'instant comment fonctionnait le système de représentation, je veux juste vous parler des différents régimes. Donc il y a tout d'abord la sauvegarde de justice, qui est de très courte durée et qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Ensuite, il y a la curatelle, qui est utilisée si on ne peut plus accomplir certains actes de la vie courante, mais que l'on reste autonome. Par exemple, la personne est placée en curatelle dans la réalisation des actes simples de la vie, mais elle doit être accompagnée et conseillée pour les actes importants. Et finalement, le dernier mode de protection judiciaire, c'est la tutelle. Donc, la tutelle est destinée à protéger une personne majeure et soit une partie, soit tout, son patrimoine. Donc, c'est que si elle... Ok. C'est en gros la tutelle, pour la faire très simple, c'est juste considérer que la personne placée sous ce régime n'est plus en état de veiller à ses propres intérêts. Donc elle a besoin que son tuteur la représente dans les actes de la vie civile de tous les jours. Donc au final, la sauvegarde de la justice, c'est vraiment quelque chose de court, quelque chose de léger finalement. La curatelle, c'est un peu plus renforcé, c'est seulement pour les actes graves. Et la tutelle, c'est vraiment quelque chose de très lourd et c'est pour les personnes qui sont vraiment dans un stade d'incapacité plus avancé. Donc, pour un peu comprendre pourquoi on met en place ces régimes, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine finalement de ces modes de protection. Donc, ce qui peut être à l'origine finalement, c'est soit que la personne se rende compte elle-même qu'elle n'est plus en état de le faire, donc elle peut le demander. Elle peut demander de l'aide à un système de protection. Ça peut également être le conjoint ou le partenaire qui se rend compte qu'il y a une dilapidation du patrimoine ou qu'il y a un danger pour le patrimoine du couple. Ça peut aussi être un parent ou une personne entretenant avec le majeur des liens vraiment étroits et stables.
Ça peut également être, le tuteur ou par exemple le curateur qui va se rendre compte que là, ça va pas du tout et qui va demander à passer, au stade de tuteur, enfin de faire changer le régime. Et ça peut également être, une personne, représentant le procureur de la République, qui peut demander à mettre en place ce système, de représentation du majeur protégé. Donc le juge doit avoir pour ça un triple contrôle au moment, où il met en place le régime, à savoir, il doit vérifier, l'état de nécessité de la protection, l'état de subsidiarité et la proportionnalité des décisions personnelles. Donc finalement, ce sont les trois modes qu'on vient de donc sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, ce sont, les modes de protection judiciaire. Mais il existe aussi, des modes de protection qui sont complètement déjudiciarisés. Par exemple, il existe le mandat de protection future. Donc, pour l'enfant handicapé, le relais familial peut s'occuper de lui. Les parents s'occupent de cet enfant devenu majeur, mais handicapé. Heu, donc voilà, c'est vraiment après du cas, je sais pas si c'était clair. Bon, pour la faire très courte, c'est que quand on est en situation de handicap, il peut y avoir des établissements qui vont venir nous aider à prendre en charge, la personne handicapée et que c'est pas forcément quelque chose de judiciaire, c'est juste une aide disponible pour aider les familles. Donc ça, c'est les modes de protection déjudiciarisés, mais c'est vraiment beaucoup moins important, d'un point de vue légal, parce que beaucoup moins contraignant aussi, heu, que la représentation, telle qu'on la connaît de manière judiciaire. Donc toujours pareil, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. Donc pour faire court, en gros, la capacité, d'exercice, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de jouir complètement de nos droits et de pouvoir les exercer, sans contrainte. Toutefois, il y a les mineurs, on considère qu'ils n'ont pas la faculté, nécessaire pour, disposer de leurs droits librement. Mais et de même, pour, les incapables, majeurs. Mais, pour leur éviter d'être complètement paralysés dans leurs droits, il y a un système de représentation, par les parents ou les tuteurs légaux pour les enfants et enfin, pour les représentants, les tuteurs ou les curateurs, des majeurs incapables. Donc, suite à ça, on peut aborder très rapidement le cas des discriminations. Donc, à savoir que la discrimination est totalement prohibée, en France et que la discrimination au sens du droit, c'est un traitement défavorable qui, remplit généralement 2 conditions cumulatives, à savoir, qu'elle est fondée sur un critère défini par la loi et qu'elle relève d'une situation visée par la loi. Par exemple, un accès à un emploi, un service ou un logement. Donc, les textes, internationaux et européens sont un peu venus préciser toute la portée de la discrimination et pour la faire très courte, c'est globalement ce qu'on connaît tous, à savoir l'âge, le sexe, l'origine, l'état de santé, l'opinion politique, les activités syndicales, les croyances, les mœurs, le lieu de résidence et il y en a encore beaucoup d'autres. Donc voilà pour, le rapide topo sur, le cas de la discrimination. Donc à retenir, simplement vraiment que voilà, c'est complètement interdit et que ça doit être fondé sur les critères posés par la loi. Donc, on va pouvoir passer au dernier chapitre, à savoir la protection de la vie privée, du droit à l'image et des données personnelles. Donc, la protection de la vie privée et de l'image, ça passe notamment par la question de savoir qui est titulaire de cette protection. Parce que évidemment, on peut donner une valeur financière à son image, et donc la question, c'est de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on peut utiliser et vendre son image. Donc l'article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage suivi, prescrire toute mesure telle que séquestre, saisie et autres, propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Donc les juges utilisent vraiment beaucoup cet article 9 parce qu'ils utilisent leur droit d'extension. Donc à savoir qu'ils rattachent l'image à la vie privée. Mais le problème, c'est que toutes les images ne portent pas forcément atteinte à la vie privée. Cependant, toutes les images doivent être consenties pour être diffusées. Donc si ça vous paraît un peu abstrait, c'est par exemple, c'est rattaché à une notion très très large parce que par exemple aujourd'hui je vous parle, je vous fais court,
et j'ai dû signer, une autorisation, de diffusion pour que, ça soit, diffusé sur YouTube. Donc la question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que, les étudiants en confinement ont le droit de disposer, de ma voix? Puisque là, en l'occurrence, il y a pas d'image, mais c'est pareil, si je poste, une photo sur les réseaux ou si, quelqu'un me prend en photo dans la rue, dans quelle mesure est-ce qu'il a le droit, d'utiliser mon image? Et surtout, si par exemple, cette photo vient à créer des bénéfices ou des rentrées d'argent, à qui est-ce que ça ira? Et est-ce que moi j'ai le droit de demander si ma photo buzz par quelqu'un d'autre? Est-ce que moi j'ai le droit de demander, une compensation financière, par exemple? Donc, la protection de la limite de la protection dans ce domaine, elle a plein de limites finalement. Parce que, certes, une image est une image, mais il y a aussi, la liberté d'expression, la liberté d'information, et on a tous le droit de pouvoir utiliser des images comme on le veut. Donc c'est vraiment une question qui est assez complexe. Par exemple, pour que tout ça, ça soit un peu plus clair, je vais vous prendre un exemple. Donc je sais pas si vous vous souvenez, au moment, on avait eu une grande crise migratoire, même s'il y en a toujours évidemment, mais il y avait une photo qui avait été prise d'un enfant, qui était sur la plage en fait, c'était le corps d'un enfant inanimé, et que le journaliste avait un peu, il avait un peu repositionné le corps pour faire, une jolie photo. Et en fait, le but du photographe était de véhiculer vraiment un message de sensibilisation. Est-ce que finalement, utiliser cette photo d'un enfant pour, faire du profit, il me semble qu'il l'avait vendue à des magazines, est-ce que finalement c'est pas, une atteinte au droit à l'image? Et qui est titulaire de ce droit à l'image? Donc, pour, résoudre toutes ces questions, il y a eu un encadrement juridique, vraiment strict, qui porte d'abord sur la protection de la vie privée, mais également ensuite, sur la protection, du droit à l'image. Donc, pour parler du droit à la vie privée, il a fallu déjà définir ce qu'englobait le terme de vie privée. Donc la vie privée, c'est quoi? C'est l'adresse, les coordonnées personnelles, les informations médicales, les informations financières, les données, donc à savoir mail, mot de passe, les préférences sexuelles, les relations et la religion. Donc est-ce que la notion de vie privée varie selon, le lieu où on se trouve? Non. Parce que ce n'est pas parce que je ne suis plus chez moi que ma vie privée disparaît. Donc justement, c'est là qu'il est indispensable de la protéger. Donc maintenant, comment est-ce qu'est protégée la vie privée? Elle est protégée par la protection de l'image. Et cette protection de l'image est protégée de 2 manières différentes, donc à savoir qu'elle est d'abord protégée par le droit civil, puis, par le droit pénal. Donc, en droit civil, ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisation de l'image ou de la voix sans le consentement de la personne peut être sanctionnée, quel que soit le mode de captation. Donc, il faut retirer tout élément capable de reconnaître la personne si on veut pouvoir utiliser, son image ou sa voix. Donc il faut vraiment qu'elle soit totalement, inidentifiable. Donc quand on souhaite, diffuser, il faut donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut signer des autorisations. Donc se pose plein de questions, à savoir est-ce que le consentement, il doit être oral? Est-ce qu'il doit être écrit? Pour quelle durée? Est-ce qu'il doit être express? Est-ce qu'il doit être tacite? Si je n'ai pas de consentement, qu'est-ce que je dois faire? Donc pour répondre à toutes ces questions, l'article 9, du code civil ne prévoit pas spécifiquement, de protection de l'image, de la personne, mais c'est tout de même, le texte fondateur. Mais il a été, beaucoup plus, précisé, avec l'article 8 de la Convention européenne, des droits de l'homme, et c'est finalement la jurisprudence, qui s'est chargée vraiment d'interpréter ces textes et de leur donner toute leur portée. Heu, donc voilà, en gros, je vous renvoie à ces textes, sur l'article 8, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9, et c'est vraiment, du cas par cas qui relève vraiment de l'interprétation, souveraine des juges. Après, toutefois, le problème, c'est, quand on est une personnalité publique. Parce que vous, c'est facile de dire, «Moi, dans ma vie privée, ça, je n'y consens pas» et cetera. Là où je suis reconnaissable, je suis identifiable, donc je peux porter plainte, je peux passer devant le tribunal, je peux, intenter, une action en justice. Quand on est une personne publique, par exemple quand on est acteur, quand on est président, dans quelle mesure on empiète sur notre vie privée ou non? Donc pour ça, il y a eu plein d'affaires, différentes.
Par exemple, le fait d'intenter un dossier médical est considéré comme une information importante parce que indique la capacité à gouverner lorsqu'il s'agit d'une personne publique. Donc, si par exemple demain on apprend, des médias diffusent le fait que Emmanuel Macron, je ne sais pas, qu'il a atteint d'Alzheimer par exemple, le fait d'avoir accès à son dossier médical et d'avoir diffusé l'information est de notoriété publique puisqu'il intéresse les Français de sa capacité à gouverner. Toutefois, si c'était arrivé que on vous diffuse votre dossier médical, je sais pas, que vous avez attrapé je ne sais quelle maladie incurable et qu'on l'avait diffusé, là, vous auriez eu le droit de porter plainte. Se pose également la question de savoir est-ce que finalement il n'y a pas parfois des mises en scène. Par exemple, je ne sais pas si vous aviez vu cette photo, il me semble que c'était dans Public ou Closer, je ne sais plus. Mais il y avait une photo de Nicolas Sarkozy en train de faire un footing. Et la photo était pas forcément très avantageuse, mais elle avait l'air d'avoir été mise en scène. Et donc la question c'est, est-ce qu'il y a eu consentement ou non pour cette photo, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une atteinte à la vie privée ou non, et de quels moyens dispose finalement le journal pour se défendre si par exemple l'ancien président dit qu'il n'a pas donné son consentement parce qu'il n'y a pas de preuves écrites, etc. Donc voilà, ça, ce sont des questions générales. C'est aussi le cas, par exemple, d'une photo qui avait été prise de, euh, de Kate en Angleterre qui était en train de bronzer en fait en monokini et donc qui avait été prise en photo topless et la photo avait été diffusée dans la presse. En Angleterre, la presse à scandale qui voit la famille royale topless, ça avait fait un peu scandale quand même. Donc voilà, donc en fait, il y a toutes ces questions qui se posent de savoir quelle est la limite de la vie privée et dans quelle mesure est-ce que finalement on a le droit de l'invoquer pour protéger son image et pour protéger sa vie privée. Toutefois, ce qu'il faut retenir ici aussi de très très important, c'est que si jamais il y a une atteinte grave à notre vie privée, on peut faire appel au juge qui pourrait se prononcer en référé. Malheureusement, le problème dans ce type de procédure, c'est qu'une fois que le mal est fait, le juge il ne peut qu'indemniser le mal qui a été fait, mais il n'y a pas de retour en arrière. Surtout aujourd'hui où avec les réseaux sociaux, toute image diffusée reste. Et donc c'est vraiment compliqué de gérer toute cette procédure. Mais voilà, l'idée ici, c'est tout de même d'obtenir une indemnisation et notamment l'enjeu pour les personnalités publiques, c'est de faire condamner un maximum les comment ça s'appelle, enfin tout ce qui va être people, closer, tout ça, histoire justement vraiment d'essayer de dissuader l'envie de recommencer, même si on sait tous que ça les dissuade pas vraiment. Donc voilà, donc pour tout ce qui est protection de l'image, ça c'était pour ce qui a trait au droit civil. Maintenant, la question se pose de savoir dans quelle mesure cette protection du droit à l'image est traitée en droit pénal. Donc en droit pénal, il y a deux textes qui sont fondateurs, donc à savoir l'article 226-1 du Code pénal et l'article 226-2-1. Donc, l'article 226-1 dispose qu'il est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, soit en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. L'article 226-2-1, lui, est spécifique, à savoir que lorsque les délits prévus dans l'article que je viens juste de vous citer, donc 226-1 et -2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel pris dans un lieu public ou privé, les peines sont portées donc à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende, contre 1 an et 45 000 en temps normal. Donc voilà pour globalement comment est traité le droit à l'image et la vie privée tant en droit civil qu'en droit pénal. Donc le dernier point de cette première partie sur la protection de la vie privée et de l'image. Donc
c'est le grand C, à savoir la confrontation entre les droits de la personne et la liberté d'expression et d'information. Donc ce qu'il faut retenir ici, en fait, c'est qu'on est en permanence dans une recherche d'équilibre entre le droit à l'image, à la vie privée, mais aussi la liberté d'expression et la liberté d'information, et enfin la notion de dignité. Donc c'est un peu 3 piliers qu'on a, et l'idée c'est d'avoir vraiment toujours quelque chose de stable, et c'est vraiment quelque chose de compliqué. Je vais vous donner une affaire pour être un peu plus clair, enfin même 2 affaires. Donc on peut se baser pour voir un peu cet équilibre dans les affaires de l'attentat du RER de Saint-Michel en 2001 et l'affaire Belmondo. Donc dans ces affaires, les juges avaient décidé qu'il fallait faire primer la liberté d'information sur la dignité de la personne. Donc vous voyez que parfois, il y a des... On va avantager certains piliers, mais c'est vraiment au cas par cas, parce que là, on avait décidé donc de faire primer la liberté d'information, alors que dans l'affaire du préfet Erignac, on avait décidé de faire primer la dignité. Ou encore, dans l'affaire du jeune homme, il y avait un jeune homme qui avait été séquestré par un gang à Barbès. Donc, les 3 juges qui étaient chargés de l'affaire avaient, en l'espèce, décidé que la dignité du jeune homme avait été atteinte. Et donc là, il fallait vraiment censurer les 2 autres piliers, donc à savoir que le droit à l'image primait sur finalement la liberté d'expression et la liberté d'information. Et que le fait d'avoir diffusé les photos du jeune homme était très rabaissante, et que c'est ici la dignité qui devait primer. Du coup, à retenir en gros ici, c'est vraiment cette histoire de piliers, donc le droit à l'image, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression et la liberté d'information de l'autre côté, et enfin la dignité, et c'est comment les juges au cas par cas vont parvenir à jongler avec ces 3 notions. Enfin, on va pouvoir passer au grand 2, donc à savoir la protection des données personnelles, donc qui est notre dernier point de ce cours. Donc, la protection des données personnelles, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très intéressant, parce que c'est quelque chose de fondateur. Au final, aujourd'hui, tous les sites veulent récupérer toutes vos données pour les revendre. C'était le cas du scandale avec Facebook qui avait revendu ces données, enfin nos données, à je sais plus quel organisme. Enfin bref. Parce que l'idée, c'est que ces données, une fois qu'on les a, on peut vraiment en disposer dans tous les sens, et on peut les exploiter et faire aussi beaucoup de profit dessus. Donc pour comprendre un peu tout l'enjeu de la protection des données personnelles, je vous propose de commencer par les textes fondateurs et les acteurs de la protection. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé à se poser la question de la protection des données personnelles relatives à l'informatique dès 1978. Donc cette première loi était relative à l'informatique de manière générale, aux fichiers et aux libertés. La loi qui est venue renforcer cette loi de 78 n'est arrivée que beaucoup plus tard, puisqu'elle n'est finalement arrivée qu'en 2004, où il a été question de la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Mais là encore, cette loi, elle avait une portée un peu générale, parce que 2004, oui, il y avait de l'informatique, mais c'est pas encore l'informatique telle qu'on le connaît aujourd'hui. On sait tous que le domaine de l'informatique et de l'exploitation des données personnelles, c'est un domaine qui a vraiment énormément changé ces derniers temps, et que sa progression a été vraiment exponentielle. Et je pense que vraiment le truc à retenir, si vous devez retenir qu'un truc sur la protection des données personnelles, c'est le règlement européen de 2016. Donc, ce règlement européen, il a été précisément rentré en vigueur le 27 avril 2016. Et c'est le règlement trop chiant en 2016 quand vous vouliez vous connecter sur un site où vous deviez toujours dire oui, je consens, les cookies, les ci, les ça. Mais en fin de compte, ce truc qui vous embête parce qu'il a pris 3 minutes à chaque fois que vous voulez vous connecter, etc., c'est vraiment quelque chose de très important, parce que c'est vraiment un renforcement de la protection de vos données, et c'est vraiment le point culminant de la protection de vos données à l'heure actuelle, et c'est vraiment ce qui vous permet aujourd'hui d'être vraiment protégé. D'ailleurs, cette loi a été transposée en France par la loi du 20 juin 2018, donc encore une fois relative à la protection des données personnelles.
Mais c'est bien beau de parler de protection des données personnelles, etc. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Donc, une donnée personnelle, c'est tout ce qui peut permettre d'identifier directement une personne physique, donc à savoir un nom et un prénom. Tout ce qui peut permettre aussi d'identifier indirectement une personne physique, donc numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, numéro de sécurité sociale. C'est aussi l'identification d'une personne qui peut être réalisée à partir d'une seule donnée. Encore une fois, c'est tout ce qui va être sur le nom. Et également l'identification d'une personne physique, mais réalisée à partir d'un croisement de données. Par exemple, une femme qui vit à telle adresse, qui est née tel jour, qui est membre de telle association, qui a tel centre d'intérêt. Donc tout ce qui va permettre finalement de vous identifier, non pas seulement comme votre état civil l'entend, mais aussi ce qui fait que vous êtes vous. Donc quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous aimez, où est-ce que vous résidez, pourquoi vous faites ça. Donc voilà, toutes ces données-là, c'est ce qu'on appelle donc les données personnelles. Donc qu'est-ce que finalement toutes ces lois que je vous ai citées au début, qu'est-ce qu'elles ont apporté à la protection de nos données? Et c'est le dernier point. Donc en fait, ce qui est important ici de retenir, c'est que maintenant, on doit être informé de comment vont être traitées nos données. Donc pour ça, les sites sont obligés de nous prévenir de la finalité du traitement, donc à savoir dans quel but nos données vont être utilisées, aussi du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, ainsi que des conséquences d'un défaut de réponse. On va aussi devoir être informé de l'identité du responsable de traitement, donc de l'organisme ou de la structure qui organise la collecte de données et ce qu'ils vont en faire. On va aussi devoir se référer au destinataire des données, donc qui aura accès aux fichiers. On devra aussi être informé de la durée de conservation des données et du mode de stockage, et de l'éventuel transfert de données vers des pays hors Union européenne. Également, on va avoir droit de connaître la base légale du traitement et les droits les droits, donc qui aura les droits d'accès, qui aura les droits de rectification, qui aura les droits d'opposition, de suppression. Et on doit également disposer d'une adresse de contact vers laquelle on peut se retourner pour connaître exactement ce qu'il en est de ses droits et comment on peut faire pour, si on a des questions ou contre qui se retourner en cas d'opposition. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de toute la question du droit des personnes. Et bon courage pour vos partiels, pour vos examens et pour le deuxième semestre.